Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Un incendie impressionnant à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Sur ces 3 derniers mois, plus de 13 000 procédures de liquidation judiciaire enregistrées. L'une des églises de la ville a pris feu la nuit dernière. Et allez voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Il y a 2 ans, cette fillette a appris que son père l'avait offerte en mariage. Elle avait alors 5 ans. Depuis, sa vie est devenue compliquée. Le nombre de salariés directement menacés d'un licenciement explose. Plus de 55 000 emplois pourraient disparaître. C'est subjectif, la comédie, Murray. Et pourquoi pas coparenter avec 1, 2, 3 ou 4 parents, par exemple. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, évidemment, on le sait, depuis 3 ans et demi, 4 ans, depuis Covid-19 et la déclaration de notre président bien-aimé. Nous sommes en guerre, et puis, mais à tous les niveaux, et dans tous les États, dans tous nos États. Et on va parler de ce qui s'est passé, notamment, une église encore, une de plus, ravagée par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Pourquoi ? Pourquoi les incendies d'églises ? Pourquoi les dégradations ? Pourquoi les saccages de calvaires ou de cimetières ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va en parler avec l'ancien député et président de la Voix du Peuple, Jean-Frédéric Poisson. Et puis, nous allons parler aussi de... Eh oui, la faillite, nous voici, la faillite des entreprises. La faillite, c'est évidemment pas très gai, mais il faut en parler. La faillite des start-up. Il y a vraiment de l'orage dans l'air et de l'orage dans les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises. Pourquoi ? On va en parler avec notre ami Marc Toiti. Et puis évidemment les perles, les huées, les bravos. Et en seconde partie, on va parler de quoi ? De la chose qui nous importe évidemment à vous et à nous essentiellement, la liberté d'expression. La liberté d'expression en ce moment, elle est légèrement, quand je dis légèrement, c'est une litote battue en brèche. Qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk, Twitter, X et Thierry Breton et l'Union Européenne et le Brésil ? Qu'est-ce qui se passe avec Pavel Durov, le PDG de Telegram, qui a été arrêté puis remis en liberté sous grosse caution ? Qu'est-ce qui se passe un peu partout en disant attention, attention au discours haineux. Mais s'agit-il, comme disait Elon Musk, est-ce qu'ils veulent effectivement combattre les discours haineux, ou ils veulent censurer les discours qu'ils haïssent ? That is the question. Pas la blanquette de bon. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, une fois de plus, et ça continue encore et encore, un homme a été placé en garde à vue dans la soirée de ce lundi, c'est-à-dire hier, dans le cadre de l'enquête d'un incendie qui a fortement endommagé l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. C'était dans la nuit de dimanche à lundi 2 septembre. Qu'est-ce qui se passe ? Alors on en parle, mais oui, mais écoutez, pratiquement chaque jour, voilà, une église qui flambe, un calvaire qui est caillassé, des tombes qui sont profanées. Alors, fait divers, quotidien, on s'habitue ? Non, on s'habitue pas. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Une cloche sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicot. Merveilleuse chanson d'Edith Piaf et des compagnons de la chanson, magnifique, et les cloches qui sonnent. Ça rappelle ce titre de Philippe de Villiers, entendra-t-on encore les cloches sonner, mais là, il ne s'agit pas de ça, Jean-Frédéric Poisson. Il s'agit de quoi ? Eh bien, il s'agit de cette église ravagée par les flammes, on vient d'en parler, mais pas seulement d'elle. Effectivement, Marie Folliot, qui fait l'émission avec moi, m'a rappelé que même l'AFP, selon les statistiques de l'Observatoire du patrimoine religieux, 39 incendies d'églises ont été recensés en France entre 2023 et les 6 premiers mois de 2024. Alors, effectivement, 39 incendies d'églises. Alors, évidemment, ils disent, l'OPR, l'Observatoire patrimoine religieux, dans la majorité des cas, les incendies sont accidentels, le chemin est récurrent, vous avez des horloges qui bougent, l'eau rentre et touche les fils électriques. On ne parlera pas ici de Notre-Dame de Paris, on a l'occasion d'en reparler.
Voilà, mais certes des accidents, mais quand même, Jean-Frédéric Poisson, ça fait combien de temps qu'on parle de ce qui se passe ? On en parle à l'occasion de faits spectaculaires. L'incendie de Notre-Dame que vous venez d'évoquer, bonjour à tous d'ailleurs, pardonnez-moi, l'incendie de Notre-Dame que vous venez d'évoquer était évidemment emblématique sous ce rapport. Mais je me souviens d'avoir, comme député, travaillé pour le groupe UMP à l'époque, il y a une quinzaine d'années maintenant, un rapport qui s'était intitulé « Du respect de la mort à la mort du respect », dans lequel je regardais déjà ce phénomène qui touchait tous les types de profanation de la mémoire dans ce qu'elle a de sacré. C'est-à-dire les édifices religieux, les cimetières, les oratoires, mais aussi les tombes, les monuments aux morts, c'est-à-dire tout ce qui pouvait faire l'objet d'une haine à l'égard de ce qu'on devrait respecter de manière extrêmement... C'est ça, aussi bien de l'église au calvaire en passant par les cimetières. Oui, les mosquées, les synagogues, enfin sans aucune espèce de distinction d'édifices religieux ou civils rattachés à la mémoire dans ce qu'elle peut avoir encore une fois de sacré, au sens où Auguste Comte parlait du culte des morts. Et à l'époque déjà, il y a donc une quinzaine d'années, on recensait environ 3 faits par jour de profanation. 3 faits par jour. De profanation exclusivement contre les édifices ou des objets ou des lieux à caractère chrétien. De culte, oui. Chrétien. Chrétien, oui. Et la sénatrice Catherine Dumas, ex-sénatrice de Paris, a posé au ministère de l'Intérieur l'année dernière une question écrite au gouvernement. C'était au printemps, le gouvernement lui a répondu au mois d'août, le ministère de l'Intérieur qui lui a répondu qu'il y avait environ 900 actes par jour qui touchaient des édifices religieux à caractère chrétien en France. Incendie, saccage, violence, vol, profanation, etc., etc. Donc c'est 2023, ça. 2023. Ouais. C'est donc 3 par jour. Donc 3 fois par jour, le patrimoine ou la mémoire des chrétiens, ou les objets de culte des chrétiens, ou les édifices des chrétiens sont attaqués en France de manière plus ou moins discrète, plus ou moins visible, plus ou moins spectaculaire, avec, c'était déjà le cas, il y a 15 ans, un très faible taux d'élucidation de ces faits, puisque, la plupart du temps, c'est commis de manière discrète, la nuit, sans voilà. Donc on ne sait jamais très bien qui c'est, donc c'est difficile de dire qui fait ça, pourquoi ils le font, enfin voilà, c'est très très difficile à identifier. Mais on constate, oui, parce qu'il ne s'agit pas de partir vers des théories plus ou moins fumeuses, mais quand même, vous avez tweeté vous-même, Jean-Frédéric Poisson, voici la carte des églises, une carte faite par l'Observatoire de la christianophobie, qui ont subi un incendie depuis 5 ans, avec évidemment tous les lieux de culte, s'ajoute l'Immaculée Conception Saint-Omer. Mais, et vous dites, ceux qui veulent faire disparaître le christianisme perdent leur temps, nous ne réunirons rien, nous ne nous tairons pas. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Parce qu'on a l'impression presque qu'on s'habitue à ça, que oui, effectivement, sur le moment, on s'indigne, les politiques s'indignent, les journalistes signalent, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe d'abord une érosion du fait religieux dans le monde occidental européen. Européen, oui. Parce que aux États-Unis, en Amérique du Sud, c'est évidemment absolument le contraire. Et la conséquence, c'est que à l'égard de quoi nous devrions avoir une révérence, une distance, un respect, avec un R majuscule, si je peux risquer cette formule, devient finalement banal. Donc on sait très bien que les profanations de cimetières, par exemple, alors il y a des fous furieux qui sont des sectes satanistes et qui vont s'amuser à faire des bêtises pour des raisons idéologiques, mais c'est absolument résiduel, c'est une poignée de personnes. C'est 0,01. Mais il y a des gens que ça amuse. Et je me souviens, quand j'étais maire de Rambouillet à l'époque, il y avait eu, dans une commune voisine, des jeunes qui étaient allés s'amuser la nuit dans un cimetière, qui avaient renversé de quelques croix mais c'est parce qu'ils voient pas où est le mal. Et donc c'est d'abord une question de respect à l'égard des choses vis-à-vis desquelles on devrait s'abstenir de faire quoi que ce soit. Il y a deuxièmement des attaques régulières contre le christianisme. Alors c'est vieux comme le péché originel, cette affaire, hein, ça nous rajeunit pas. Simplement, ces attaques étaient contenues par sociologiquement une présence structurante de la religion chrétienne, quelles que soient ses confessions. On comprend, je dis pas qu'on accepte. Évidemment, pendant la Révolution, on sait le nombre d'églises qui ont été saccagées, etc. C'était des églises, des couvents, des abbayes, des abbayes, etc. Et c'était une idéologie. Mais aujourd'hui, effectivement, le paysage n'est plus du tout le même. Puis il y a un dernier élément, c'est que je pense, et ça interroge y compris le chrétien que je suis, c'est que nous avons probablement, pour une partie, n'ont pas failli à notre mission, parce que je continue de penser que l'Église fait davantage de bien au monde qu'elle ne fait de mal.
Mais il y a une perte de crédit, perte de confiance dans l'institution qu'est l'Église et donc d'influence des chrétiens dans la société. Ça doit nous interroger comme chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on peut accepter n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit. Il y en a qui veulent faire disparaître le christianisme de la surface de la terre. On les connaît, on sait qui c'est, enfin on sait comment ils font. Ouais. Ils perdent leur temps, ça ne disparaîtra pas. Et comme je disais, je ne renierai rien et je ne me tairai pas. Donc continuez à... Ce que vous faites, mais ce que vous faites, Jean-Frédéric Poisson, mais quand même, trois choses peuvent interroger. Effectivement, on a l'impression, encore une fois, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, en tout cas plus acceptable, et que le niveau de protestation est beaucoup plus faible quand il s'agit d'églises que d'autres lieux de culte. Oui, parce que il reste dans j'aime pas parler de l'opinion publique parce que je sais pas très bien ce que c'est, mais en général dans l'esprit collectif, on va dire ça, cette idée que le christianisme est encore culturellement dominant. Et dans le monde où nous sommes, c'est moins grave de s'attaquer aux dominants que de s'attaquer aux dominés. C'est une des raisons majoritairement. Enfin, la France est chrétienne. Elle l'est culturellement. Elle ne le sait plus. Elle ne sait plus pourquoi. Elle ne sait plus ce que ça veut dire complètement. Elle est baignée aussi, quand même. Elle est baignée dans nos grandes notions de droit, la forme de nos institutions, notre manière de vivre, etc. Tout ça est imprégné de christianisme, comme dans tous les pays d'Europe d'ailleurs. Mais on a perdu ça de vue et malgré tout, on a encore le sentiment que le christianisme étant dominant, si on s'attaque aux dominants, après tout. C'est une des révoltes, c'est la révolte des opprimés, si vous voulez. Donc ça, d'une certaine manière, ça passe mieux. Ça veut dire qu'on peut dire quand même et chanter Jésus est pédé sur France Inter, sans que ça provoque. Moi je veux bien. Enfin. Où on est pour la liberté d'expression, mais à ce moment-là, il faut qu'elle s'applique à tous et à tout le monde, et contre tous et contre tout le monde. Ou alors cette espèce de liberté à géométrie très variable est quand même préoccupante. Vous savez, c'est sans doute en train de changer parce que les jeunes générations, la génération qui nous suit, n'est plus prête à accepter passivement que ce genre de choses-là se passe. Quand j'avais 20 ans, il y a quelques décennies maintenant, on n'était pas confrontés à ce genre de choses. Nous étions dans des combats politiques ou idéologiques, etc., mais qui se faisaient à l'ancienne, comme les duels d'autrefois, c'est-à-dire d'égal à égal avec le choix des armes. Vous comprenez, c'est pas voilà. Bien. Aujourd'hui, cette violence qui s'exerce contre les chrétiens, dont la France d'ailleurs est c'est une queue de comète. Nous subissons, des choses qui sont presque ridicules à l'égard de ce que subissent les chrétiens d'Orient ou d'Afrique ou d'Asie. J'ai visité tous les pays du Moyen-Orient et je connais bien les chrétiens d'Orient. Je peux vous garantir que alors eux, on les brûle, les églises, on les tue d'ailleurs, on profane leurs tombes et ils reviennent et ils les reconstruisent. Donc il y a là-bas une espérance qui devrait nous nourrir aussi, nous inspirer. Mais le message chrétien est un message pacifique. Donc même celui, alors... Pourtant, il n'a pas été toujours pacifique à des moments. Les hommes... Les croisades, etc. Les hommes en ont fait quelque chose qui ne l'était pas, mais le message, au fond, l'est. Qui n'a jamais trahi le message qu'il est censé porter, ou qu'il prétend porter? C'est les contradictions de la condition humaine, mon cher André. Tout le monde y est sujet. Certes. Mais le message, au fond, est un message pacifique. Ce qui me pose à titre personnel un problème parce que... Oui, parce qu'aujourd'hui, la situation est le Seigneur nous demande de tendre l'autre joue, mais j'ai considéré que j'en avais jamais eu qu'une, donc j'ai du mal à tendre la deuxième. Mais je suis un mauvais sujet. Mais les jeunes ne sont pas prêts, ce que je sens en tout cas de leur part, ne sont pas prêts à continuer de subir ça. Évidemment, toutes ces violences sont condamnables, même quand elles sont faites pour des raisons dérisoires ou ridicules ou pour s'amuser. On ne peut pas s'amuser avec des choses qui relèvent du sacré, c'est pas possible. Ça dénote, là, pour le coup, c'est la troisième raison, une absence totale de présence culturelle du fait religieux, de ce qu'il signifie dans l'esprit des gens. Et j'ajouterais, Jean-Frédéric, que pour les gens, justement, qui ne sont pas croyants ou qui sont laïcs, enfin, je veux dire, je trouve hallucinant de détruire, de dégrader une œuvre d'art aussi. Je veux dire, il y a le christianisme et le sentiment, et il y a aussi les œuvres d'art. Moi, je reviens de Budapest et je reviens de Vienne, où j'ai vu ces cathédrales extraordinaires. Je veux dire, comment peut-on avoir, même si on est aux antipodes de la religion, comment peut avoir cet esprit, mais glauque et primaire, de s'attaquer à ça? Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'absence
d'absence de nourriture culturelle de ce que signifie un édifice comme une église. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose des édifices religieux des autres cultes, évidemment. Et Dieu sait qu'il y a un art arabo-musulman qui est absolument magnifique et qu'on peut contempler en particulier en Europe, dans le sud de l'Espagne, où il y a des splendeurs. Tout à fait. Et donc, si on ne comprend pas ce qu'est une œuvre d'art, à quoi elle sert, comment elle a nourri, y compris l'action des gens qui ensuite, en sortant de ces édifices religieux, essayent de faire du bien autour d'eux, ce qui est quand même la majorité des chrétiens dans la société que nous sommes, et sans doute des croyants des autres religions là aussi, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans ces édifices, et donc ils participent ainsi aussi à la vie sociale. On l'a peut-être pas assez rappelé. Et c'est pour ça que le conseil qu'on donne aux gens qui sont autour de ces crétins qui font ça, achetez-leur des neurones, achetez-leur un cerveau. Est-ce que ça s'achète? Merci, c'est le problème. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci à vous. Eh bien, dans tous mes états, je ne sais pas, mais l'entreprise dans tous ses états, eh bien, on peut dire aujourd'hui, hélas, la faillite, nous voici. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil des trésors satinés. Alain Bachung, ma petite entreprise ne connaît pas la crise, disait Alain Bachung, mais il me semble, André, que ce n'est pas vraiment le cas en France. L'entreprise connaît la crise. Eh oui, hélas, non Marie, hélas, effectivement, elle la connaît depuis assez longtemps, et puis là, ça devient quand même plus que préoccupant. Je donne juste quelques chiffres. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre global de défauts, c'est-à-dire de faillites, a bondi de 18% par rapport à la même période de 2023. 18% de plus en un an. Près de 102 500 emplois se retrouvent menacés dans l'Hexagone. Et pas sur les entreprises, les start-up. Vous savez, Emmanuel Macron a parlé de la start-up nation. Eh bien, les faillites de start-up ont explosé ces 18 derniers mois. 5,6% des start-up matures ont mis la clé sous la porte depuis 2023. Et le phénomène continue à la mi-24. Voilà, conséquence de la crise financement qui a frappé la tech mondiale. C'est quand même assez préoccupant, évidemment, et quand on est préoccupé, on appelle qui? Marc Toiti, notre ami économiste et président du cabinet ACDEF, et puis évidemment, sa plateforme, son Zoom, Marc Toiti. Marc, bonjour. Bonjour cher André, oui c'est la chaîne YouTube exactement, mais c'est pas grave. La chaîne YouTube, absolument, oui, j'avais oublié la chaîne YouTube. Vous êtes radieux, ça fait plaisir de vous voir. Absolument. Mieux que les entreprises françaises, malheureusement pour elles. C'est vrai. Alors, dites-moi, on a souvent parlé de ça, mais là on a l'impression, et à chaque fois que là, on a vu les chiffres là, qui se passent, forte poussée des ventes d'entreprises, et il paraît que ça bat des records en ce moment, vraiment, Marc Toiti. Ah oui, complètement. Bon, vous avez cité les chiffres, il y a des chiffres de la Banque de France qui sont tout à fait dramatique, parce que là vous comparez sur un an, mais si on regarde par rapport à 2019, donc avant le coronavirus, que vous savez il y a eu un petit problème pendant le coronavirus, c'est qu'on a donné des aides à tout le monde, et on a entretenu des entreprises qu'on appelle zombies, qui auraient dû disparaître, mais qui n'ont pas disparu, parce que justement on les a aidés. Il y avait les aides. Et ce qui est complètement fou, c'est que en 2020 et 2021, il y a eu une forte hausse des créations d'entreprises. Donc certains malheureusement ont créé leurs entreprises pour prendre les aides, et maintenant ces entreprises sont en train de disparaître. Ouais. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est que on a ces entreprises zombies donc qui sont en train de disparaître, mais qui entraînent dans leur sillage les bonnes entreprises. C'est quand même la majorité les bonnes entreprises. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que comme l'État a dépensé n'importe comment de 2020 à 2022, maintenant où il faudrait justement soutenir des entreprises, il n'a plus les moyens de le faire. On a eu ce matin encore les chiffres du déficit public qui sont en train de déraper. Et donc c'est ça qui est très dangereux. Regardez les chiffres de la Banque de France par rapport à 2019. C'est quelque chose de complètement fou. On a une augmentation des défaillances d'entreprises de 26%. Mais si vous enlevez les micro-entreprises, vous savez, les micro-entreprises, c'est les petites entreprises qui ont été créées, qui durent pas forcément très longtemps. Oui. Parfois ça marche, mais globalement, ce que vous appelez, juste Marc Toiti, ce que vous appelez micro-entreprise, c'est 1-2 salariés, c'est quoi? Voilà, des fois il y en a même pas. C'est-à-dire que voilà, c'est des taxis, vous savez, VTC, etc. ou autres, voilà. Ou des personnes qui vont avoir des petits revenus, qui veulent juste monétiser leur service. Et si vous enlevez donc ces entreprises donc qui ne créent pas beaucoup d'emplois, tenez-vous bien, vous avez une augmentation de 121%.
121% d'augmentation des défaillances d'entreprises. Si vous prenez ce qu'on appelle, vous savez, les entreprises de taille intermédiaire et même les grandes entreprises, vous avez une augmentation de 122%. Donc, derrière ces entreprises, c'est pas que des chiffres. Derrière, il y a des salariés. Bien sûr. Derrière, il y a des personnes qui vont perdre leur emploi parce qu'une entreprise qui fait faillite, évidemment, elle licencie. Et donc, ça veut dire que le chômage va repartir nettement à la hausse. C'est ça qui est dramatique. Donc, c'est ça aujourd'hui qui nous coûte très cher. On a encore une fois soutenu les entreprises artificiellement et maintenant, on paye la facture. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, vous savez, on les a plus ou moins forcés à prendre ce qu'on appelait le PGE, vous savez, le prêt garanti par l'État. Pendant le coronavirus, on a dit, boss, prenez-le, c'est garanti par l'État, il n'y a pas de problème, etc., tout va bien. Sauf que même si le prêt est à taux zéro, ou quasiment à zéro, il faut le rembourser. Bien sûr. Et donc, comme il n'y a pas d'activité aujourd'hui, elles ne peuvent pas le rembourser. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui déposent le bilan parce qu'elles ne peuvent pas rembourser leur PGE, leur prêt garanti par l'État. Et d'ailleurs, ça, pour l'État, ça veut dire qu'il va devoir lui-même rembourser à la place des entreprises. Il avait garanti à 90% ce prêt. C'est le poisson qui se mord la queue. Donc là, on est en train de payer, je vous l'ai souvent dit d'ailleurs avec vous, mais ailleurs aussi, on est en train de payer l'amateurisme de cette gestion du coronavirus qu'on appelait le quoi qu'il en coûte, et qui a continué, je dirais aussi en 2022 avec, vous savez, les boucliers tarifaires contre l'inflation, etc. Les prix continuent d'augmenter d'ailleurs. Donc c'est ça le drame, c'est que on a une dépense publique énorme. Nous sommes numéro 1 du monde, c'est presque 58% de notre PIB, et pourtant ça ne fonctionne pas. Et quand j'entends certains, parce que là, depuis ce matin où Bruno Le Maire a fait son mea culpa, vous avez vu, il a avoué qu'il y avait un creusement des déficits. Moi, ça fait 8 mois que j'annonce ça. Je suis pas devin, c'est-à-dire que tout le monde le sait, mais il fallait pas le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on l'a dit sur Sud Radio notamment, je l'ai dit ailleurs également, mais tout ça pour dire que maintenant on découvre le poteau rose. Ah tiens, mais attendez, c'est du bon sens. Si vous augmentez les dépenses et que les recettes baissent, notamment parce qu'il y a des défaillances d'entreprises, que si l'entreprise fait faillite, elle paye pas ses impôts. Donc, il n'y a pas de recette fiscale. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on découvre aujourd'hui l'eau chaude, on découvre la réalité économique. Mais tout ça, parce que nos dirigeants, malheureusement, ont fait du déni de réalité. Oui, comme d'habitude, parce qu'ils le savent comme vous, effectivement, Marc Noaty, mais vous le dites, et eux, ils passent leur temps à le cacher. Juste un mot, comment, techniquement, vous dites ces entreprises zombies qui ont été créées comme ça, dit allez, profitons de l'aide de PGE et autres, etc., et ça va aller. Et automatiquement, vous dites, mais les bonnes entreprises en ont souffert. Parce que même si on est une bonne entreprise... Oui. Oui, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes une entreprise qui fonctionne bien, etc. Vous avez des clients zombies, c'est-à-dire vous savez pas qu'ils vont mal, mais ils vous passent une commande. Donc vous respectez la commande, donc vous produisez, vous honorez votre commande, sauf que comme l'entreprise zombie elle disparaît, elle peut pas vous payer. Donc vous qui étiez en situation normale, vous êtes aussi malheureusement vous avez un risque de faillite parce que l'entreprise zombie, elle ne vous a pas payé. Et vous avez produit, donc faut payer les salariés, il faut payer les fournisseurs, etc. Après, c'est l'effet boule de neige. Si la bonne entreprise, elle aussi, fait faillite, elle peut pas payer ses fournisseurs, et ainsi de suite. C'est le jeu de domino. C'est ça, encore une fois. Le drame, si vous voulez, c'est qu'on a une politique économique qui est faite par des hauts fonctionnaires, qui souvent n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ils savent pas comment ça fonctionne. Et regardez encore aujourd'hui, quand on voit le débat politique, moi, depuis ce matin, je m'attendais à ce que, on m'appelle, on va pas sur Sud Radio, mais d'autres médias qu'on m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe sur le déficit public. Non, qui appelle-t-on? Uniquement ceux qui disent il faut encore augmenter les impôts. Oui. Pour augmenter les recettes fiscales. Mais ça, c'est une erreur de débutant, si vous voulez. C'est ce qu'on apprend en première année d'économie. Si vous augmentez les impôts, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle que déjà en France, nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Donc si vous augmentez les impôts, vous allez casser l'activité économique, qui est déjà donc pas géniale. Donc vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc vous allez ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales. Et donc, il y aura plus de déficit. Oui, c'est du bon sens, c'est même pas de l'économie. Mais sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des médias, par manque de culture économique ou par connivence, je ne sais pas, ils ne parlent que de ça. Ah oui, il faut augmenter les impôts, comme le préconisent certains, ce qui serait évidemment une catastrophe. Non mais il faut revenir à l'URSS, il faut refaire l'Union soviétique, c'est ça. C'est une catastrophe. Alors quand on dit aussi, il faut taxer les ultra-riches, etc., mais là aussi, il faut être honnête, ils sont déjà partis, les ultra-riches. Ils sont plus là. Ils ont leur argent en Suisse ou ailleurs. Et malheureusement, qui va payer la facture? C'est nous.
c'est la classe moyenne. La classe moyenne. Donc, c'est ça encore une fois. Les entreprises dont nous parlons qui font faillite, c'est pas les grandes entreprises du CAC 40. Elles sont déjà à l'étranger. Bien sûr. 80% de leur chiffre d'affaires et de leurs profits sont faits à l'étranger, donc on pourra pas les taxer. Par contre, qui c'est qui paye la facture? C'est les PME françaises qui justement ont des difficultés. Les taux d'intérêt ont augmenté, les coûts des matières premières restent élevés. Bien et donc sûr. C'est ça qui aujourd'hui coûte très cher. Mais parce qu'encore une fois, nous n'avons pas de pragmatisme économique. Nos dirigeants font du dogmatisme économique. Et c'est pas, je dirais, pourtant j'ai été les voir tous depuis des années, y compris Bruno Le Maire, pour essayer de leur faire comprendre. Alors je pense qu'ils comprennent quand même, mais ils ne veulent pas voir la réalité en face. Ils comprennent, ils ont d'autres contingences. Mais c'est ça, Marc. Ils prennent les mauvaises mesures. Voilà, ils ne veulent pas parce que effectivement, politiquement, c'est beaucoup plus intéressant de passer depuis une semaine à chercher un Premier ministre. Mais est-ce que ce Premier ministre changera quoi que ce soit? Il changera rien. Vous le savez comme moi. Juste un mot. Est-ce qu'il faut pratiquer, pour terminer, mais j'aimerais avoir vraiment votre avis, qu'est-ce que vous pensez de ce que fait Javier Milei en Argentine, sans vouloir faire des transpositions, et l'Argentine n'est pas la France. On peut pas transposer, fort heureusement, parce que l'Argentine est un pays qui a été en faillite. Mais on voit quand même ce que l'extrême gauche peut faire comme dégâts dans un pays. On a parlé du Venezuela, même pas l'extrême gauche, la gauche tout court, si vous voulez. On voit l'Argentine. Quand on augmente trop les dépenses publiques, et donc derrière qu'on augmente trop les impôts, ça tue le pays. Faut être clair, ça tue le pays. Il n'y a aucun pays qui a augmenté les impôts et qui s'en est sorti. C'est-à-dire que même nous, quand François Hollande a essayé de le faire quand il était élu la dernière fois, comme président, il s'est planté complètement. Et 8 mois après, il a dû revenir en arrière, avec d'ailleurs Emmanuel Macron. Mais c'est toujours autre chose qu'ils ont continué à augmenter les dépenses. C'est ça le problème. Donc, je dis pas qu'il faille aller comme à l'Argentine, parce qu'on n'est pas à la même situation, mais néanmoins c'est évident qu'aujourd'hui il faut repenser complètement la dépense publique. Je vais vous donner un exemple simple, parce qu'on me dit oui, mais la dépense publique, c'est 33% de cette dépense, c'est la protection sociale, donc on va pas toucher. C'est vrai. Sauf que ce qu'on nous dit pas, c'est que 32% de la dépense publique française, tenez-vous bien André, 32%, ce sont des dépenses de fonctionnement. Ouais, c'est fou. Vous comprenez? C'est pas encore une fois c'est la bureaucratie, c'est le millefeuille bureaucratique. Quasiment la même somme entre les dépenses sociales, donc la protection sociale, et les dépenses de fonctionnement. C'est ça qu'il faut toucher. Il faut arrêter d'augmenter n'importe comment ces dépenses de fonctionnement qui flambent. Quand l'année dernière on a augmenté de 25 milliards d'euros, comme ça. Et donc là aussi, il faut du sérieux, encore une fois, même si derrière, bien sûr, il y a des personnes qui sont importantes, mais ce qui est fou, c'est qu'on a besoin de fonctionnaires, on a besoin de policiers, etc. On n'a pas besoin de millefeuilles, on n'a pas besoin de 400 personnes. Enfin bon, c'est... voilà. Le problème, encore une fois, c'est que on ne regarde pas cette réalité en face, il faut arrêter ce millefeuille administratif. Tout à fait. On a trop de couches du millefeuille, des dépenses qui ne servent souvent à rien, et là où on devrait dépenser, il n'y a pas les moyens. Donc voilà, la solution, elle existe. Moi, ce qui m'effraie, ce qui me fait beaucoup de peine, si vous voulez, c'est que en tant que Français qui aime son pays, bien sûr, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les candidats de Premier ministre, etc., ou ministre de l'économie, c'est une catastrophe. Et donc la France est devenue ingouvernable, malheureusement, et on le voit bien. Le déficit public est devenu incontrôlable. L'inflation est devenue incontrôlable. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on reprenne les choses en main. Sinon, comme vous l'avez dit, on a un risque d'une situation à l'Argentine. Et j'espère qu'on évitera ça. Non, mais tout à fait, et à la Grèce. En tout cas, Marc Toiti, ça me fait plaisir. Après les vacances, vous au moins, vous fonctionnez bien. Ah, c'est gentil, on essaye. Merci. Une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler à notre standard au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. On se retrouve tout de suite après cette pause. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et moi, j'adore quand on mélange les mariages forcés au Pakistan avec le dérèglement climatique. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, Pierre Bassilius, c'est vrai, mais... Alors, c'est intéressant parce qu'en ce moment, il y a des articles qui paraissent, effectivement, sur le dérèglement climatique. Ça, c'est pas nouveau, mais on apprend
dans le journal Le Monde que les mariages forcés sont en hausse dans les familles du Pakistan qui sont rendues vulnérables par le dérèglement climatique. Et oui, c'est un article paru le 30 août dernier. De plus en plus de familles ayant perdu leur terre à la suite de moussons hors normes obligent leurs filles, souvent très jeunes, à se marier afin d'obtenir une dot et d'être à même de nourrir le reste de la famille. Et effectivement, le problème se pose au Pakistan, pays pauvre, etc. Eh bien voilà, elle raconte comment Salwa, qui venait d'avoir 13 ans, lorsque ses parents lui ont annoncé son mariage début 2023, elle est enthousiaste, et puis après elle a appris que c'était un homme beaucoup plus âgé, effectivement, qu'elle, et que voilà. Et donc des millions d'agriculteurs pakistanais, avec la mousson, les moussons sont devenus plus longues et plus fortes. Innombrables inondations, catastrophes naturelles. Nous avons observé une augmentation systématique des mariages forcés lors des inondations les plus destructrices de l'histoire du Pakistan en 2007, 2006 et 2010 et 2022, indique Gulcher Panver. Très bien, et on comprend, enfin très bien, je veux dire, c'est un constat terrible, mais il y a quelque chose qui, moi, m'a fait bondir quand je vois que l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint dit ceci, reprend le titre du Monde et écrit ceci. Marie Toussaint, donc eurodéputée écologiste. Au Pakistan, les mariages forcés en hausse à cause du dérèglement climatique. Et elle ajoute, ce titre dit tout. Une politique du soin, de la justice, de la dignité est une politique qui se soucie de la planète. Eh bien franchement, quand on veut tirer la couverture à soi, on regarde si elle est vraiment très propre. Or, les mariages forcés dans le Moyen-Orient et en Asie, les mariages de filles extrêmement jeunes existent depuis bien longtemps et bien avant le dérèglement climatique. Marie Toussaint, ce que vous appelez dérèglement climatique, est lié, ceci en disant, vous voyez, c'est terrible, le dérèglement climatique les oblige, voilà, à vendre, entre guillemets, parce que c'est bien ça, à vendre leurs filles de 9, 10, 11, 12, 13 ans. Mais enfin, écoutez, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas écouté toutes ces femmes qui racontent, qu'elles soient du Pakistan, qu'elles soient du Bangladesh, qu'elles soient effectivement de certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Vous n'avez pas entendu parler de tout cela, de toutes ces filles, effectivement, mineures, à peine pubères, qui sont effectivement vendues, données, bradées, quelquefois à des hommes de 50, 60, voire 70 ans. Vous croyez que ces coutumes ont attendu le dérèglement climatique pour exister? Au moins, ayez la pudeur et l'honnêteté de dire, effectivement, il y a des coutumes barbares qui existent depuis longtemps dans un certain nombre de pays, et peut-être, effectivement, que le dérèglement climatique a augmenté la pauvreté et donc augmenté le nombre de mariages. Mais oubliez cela pour venir faire votre fonds de commerce sur le dérèglement climatique me paraît quand même légèrement, plus qu'audacieux, légèrement maladroit, et je dirais, pour tout dire, assez minable. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Papa, en faisant cette chanson, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, maman. Oui, c'était une chanson de Georges Brassens. Oui, mais enfin, franchement, c'est ringard. C'est fini, ça. On n'est plus papa, maman, parce que ça veut dire. Franchement, mais vous êtes réac, allez, vous êtes limite extrême droite, je ne sais pas. Mais enfin, vous voyez, dans les hôpitaux, mais dans la PHP, par exemple, il y a une charte d'accompagnement, de l'accompagnant en maternité. Oui, c'est valable pour énormément d'hôpitaux, dont ceux de la PHP et puis d'autres. Alors, on a eu cette charte, et voilà ce qu'on ne parle plus du papa. On parle du coparent. Le coparent qui souhaite passer la nuit à la maternité doit le signaler à l'auxiliaire, etc., etc. Le lit accompagnant, le coparent, voilà, etc. Le coparent. Encore, ils n'ont pas dit parent 1 ou parent 2. Non, on n'en est pas encore là. Mais ça vient, parent 1 et parent 2.
C'est formé. Et évidemment, le tout en écriture inclusive, bien sûr. Soyons sérieux. On dit parent, point, point, s, point, etc. Enceint, évidemment, point, point, s, point. Parce que, comme vous le savez, un homme peut tomber enceint. Chacun le sait aujourd'hui. Si vous voulez être un peu dans la norme de la doxa ou pas. Voilà. Ça se passe, charte de l'accompagnement de maternité. Alors, maternité, voilà, coparent. Donc, je ne suis plus papa, moi, je suis coparent. Et surtout, j'allais dire quelque chose de terrible, c'est que ça me rappelle l'expression le conjoint, hein, c'est vraiment beau. Alors, on est coparent, on est conjoint, on est quoi? Vous avez fini avec votre jargon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est vrai, travailler c'est trop dur, il a raison, Julien Clerc, il a raison. Mais je vais vous dire, BFM Business, je dis ça à tout le monde, en ces temps de faillite d'entreprise et de start-up, eh bien, BFM Business nous donne la recette magique. Je vous la communique parce que c'est trop beau. Comment poser judicieusement les congés payés qu'il vous reste jusqu'à l'été 2025 ? C'est-à-dire, écoutez-moi bien, c'est intéressant, en posant 15 jours de congés proches des jours fériés en 2024-2025, un salarié pourra bénéficier de week-ends et vacances prolongées pour un total de 41 jours de repos. Vous imaginez, c'est pas beau ça? Voilà, 15 jours de congés proches, vous posez-vous là, et vous aurez 41 jours de repos. Voilà. Et comme ça, vous voyez, en ce moment, on reprend le chemin du travail, je crois. Oui, mais on vous prévient, hein, voilà, on vous prévient comme ça. Travail, c'est qui a envie de travailler, hein? Personne. Donc voilà. On va vous donner très précisément. Prenons le cas d'un salarié bénéficiant de 25 jours de congé par an à écouler entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante. En supposant que le congé principal de ce salarié durant l'été a duré le minimum légal, soit 12 jours ouvrables, 10 jours de congé payés, il lui reste 15 jours à poser jusqu'à la fin mai 2025. Hein, écoutez bien, enregistrez et tout. Avec ces 15 jours, il faut potentiellement bénéficier au total de 41 jours de repos. Attention, novembre, 2 jours posés pour 2 week-ends de 4 jours. Pas fabuleux, ça? Mais moi, je trouve que BFM Business, ils sont, voilà, il faut poser les congés proches des jours fériés, mais je trouve qu'ils sont timides. Moi, je serais, allez, étant donné la situation économique de la France, étant donné ce qui se passe, moi, je suis pour la semaine de 3 jours. Voilà, et puis le reste du temps, on va se débrouiller, hein. On va se débrouiller. Et puis on va taxer, et puis on va continuer à taxer, à imposer. Et puis comme ça, tout se passera dans le meilleur des mondes. Et je vais vous dire, voilà ce qu'on va faire en fait. Je termine. Voilà. Le premier, je vous donne parce que ça c'est pour 24, hein. Le 1er novembre de 24 sont tombés un vendredi. Donc, vous pouvez poser un jour, le jeudi 31 octobre, le lundi 4 novembre, pour profiter d'un week-end prolongé. S'agissant du 11 novembre qui tombe un lundi, il faudra poser le vendredi 8 ou le mardi 12 pour avoir 4 jours de repos consécutifs. Voilà, on va vous apprendre, et merci BFM Business, pour vous apprendre à travailler le moins possible. Et c'est vrai en ce moment, c'est tellement fatigant. Et puis, comme, écoutez, les caisses sont pleines, comme effectivement il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas tout cela, il n'y a pas de problème. Donc voilà, continuons, travailler, c'est trop dur, et je fais l'éloge de la paresse comme BFM Business. Vous avez une réaction, une question au coup de gueule de André d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Et bien entendu, vous pouvez réagir sur notre Facebook Live. On reste à l'écoute de vos impressions et de vos réactions. Juste après le flash de François Germain, nous aurons le maître François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Il nous parlera de la liberté d'expression, des réseaux sociaux et que dit la loi dans tout ça. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkov reçoit maître François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Et on va parler de droit, bien entendu, et de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Oui, et surtout, bonjour François-Henri Briard. Bonjour, cher André. On s'est ravis de vous recevoir à nouveau pour un problème qui aujourd'hui est presque devenu, il est devenu mondial. Car depuis quelques mois,
nouveau. La liberté d'expression, comme on dit l'autre, c'est quelque chose qui s'use si on ne s'en sert pas. Et malheureusement, ça, c'est depuis des millénaires, le pouvoir et la liberté d'expression, Antigone et Créon, n'ont pas toujours fait bon ménage, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, à l'heure des GAFAM, à l'heure effectivement, de Instagram, de Telegram, de X, Twitter, etc., on a vu que ça s'exacerbait de manière exponentielle, je dirais. Et pour citer 2 ou 3 faits, que je rappelle à nos auditeurs, François-Henri Briard, d'abord Pavel Durov, le PDG de Telegram, une plateforme qui réunit quand même 1 million d'adhérents, voilà, arrêté. Et justement, on va en parler avec vous parce que il y a un problème à la fois judiciaire et technique qu'on ne comprend pas très bien. On sait les déboires, enfin, en tout cas, les oppositions qu'il y a eu entre Thierry Breton, le commissaire européen, enjoignant Elon Musk de surveiller effectivement ce qui se passait dans X. Sinon, il pourrait être interdit en Europe. On a vu l'affrontement avec le Brésil, avec le procureur Alexandre de Moraes, qui carrément a interdit effectivement X au Brésil. Et puis là, c'est une guerre des nerfs intéressante. Et enfin, on se demande là-dessus qui fait quoi, qui décide de quoi et comment ça marche. Et je rappelle le Digital Service Act. On va aussi parler de la charte dont m'avait parlé au téléphone François-Henri Briard. En 2 mots, est-ce que c'est simplement la technique qui a changé, la technologie, les réseaux sociaux mondiaux, ou est-ce que c'est l'antique combat qui se renouvelle entre effectivement ceux qui veulent censurer et ceux qui veulent s'exprimer? Alors, grande question. En effet, je voudrais dire à titre préalable peut-être 2 choses. D'abord, comme vous savez, la liberté d'expression dans l'histoire humaine s'est exprimée par des vecteurs. Et on a connu la presse écrite, et les Français ont inventé la grande loi de 1881. On a connu les radios, on a connu les télévisions, et depuis 25 ans, Internet, évidemment, constitue un enjeu majeur pour la liberté d'expression. Internet a cette particularité qu'il est accessible, il est mondial, il est décentralisé et c'est une puissance d'expression que nous n'avons jamais connue dans l'histoire humaine. Ça, c'est une première. Tout à fait considérable. Donc, effectivement, Internet et les grandes plateformes constituent un enjeu majeur pour la liberté d'expression. Et tout cela est nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, André, ce sont les limites qu'il faut nécessairement apporter à la liberté d'expression. On le sait, aucune liberté publique n'est générale et absolue, et nous savons qu'il y a des limites nécessaires. Bien sûr, j'ai parlé de la diffamation, de l'injure, du secret des affaires, de l'incitation à la haine raciale. Ces limites existent, on les connaît et il faut les moduler. Le particularisme de notre époque, c'est que tout ceci s'exerce à travers le concept de modération. Modérer, c'est limiter les excès. Et on retrouve ce concept de modération dans des législations nationales, aux États-Unis également, mais en Europe en particulier, avec le paquet numérique que la Commission européenne a mis en œuvre, la législation numérique, le DSA et le DMA, on en parlera Digital tout à l'heure. Service Act. Digital Service Act et le Digital Markets Act. Oui. Et évidemment, cette question de la modération est tout à fait majeure. Est tout à fait majeure, et puisque vous avez fait allusion à la lettre de Thierry Breton du 12 août 2024 adressée à Elon Musk, je rappelle quand même qu'Elon Musk a répondu à cette lettre par la diffusion d'injures issues de tonnerre sous les tropiques. Bon, c'était une réponse assez particulière, mais la lettre de Thierry Breton porte sur cette question de la modération. Et là, évidemment, tout est possible en matière de modération.
Oui, parce que où mettons le curseur? Voilà. Où mettons le curseur? La modération n'est pas la même, évidemment, selon les cultures, selon les continents. Et il y a certainement, de ce point de vue, un danger pour la liberté d'expression. Je pense qu'il est important de faire la distinction, sans entrer dans le détail technique de la réglementation européenne, il faut faire la distinction entre, je dirais, les grandes questions sur lesquelles tout le monde est d'accord et le reste. Oui. Les grandes questions sur lesquelles tout le monde est d'accord, c'est que, et c'est le principe de l'ISA, c'est que ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. En ligne. C'est le grand principe. Et donc, évidemment, s'il est demandé à une plateforme de retirer ce qui se rapporte à la pédocriminalité, au terrorisme, à l'incitation à des actes criminels, au trafic de stupéfiants, je crois que tout le monde est d'accord, évidemment. Il y a des normes pénales qui s'appliquent et tout ceci doit être retiré. Et je pense que les plateformes, la plupart des grandes plateformes font preuve à cet égard d'une conduite tout à fait exemplaire et remarquable. Bon. Mais il y a aussi un domaine qui est beaucoup plus flou. C'est la modération dans l'expression des idées. Et la lettre de Thierry Breton, évidemment, est sujette à discussion. Et on rejoindra tout à l'heure la position de Mark Zuckerberg qu'il a prise devant le comité judiciaire de la Chambre des représentants. Si on parle de modération dans les idées, si on parle de modération dans le commentaire des événements, et notamment cette notion qui figure dans la lettre de Thierry Breton d'amplification des contenus dangereux, et de protection du citoyen, soi-disant. Enfin, voilà. Je suis désolé, mais l'histoire humaine n'est pas un long fleuve tranquille. Et les événements dangereux et violents, on en a eu beaucoup. Imaginez qu'Internet ait existé au moment de la Révolution française. Vous imaginez que, bien sûr, les commentaires, d'ailleurs, il suffit de se reporter à ce qui a été écrit à l'époque, ça n'était pas particulièrement pacifique. Hein. Et donc, c'est là qu'il y a un véritable problème. Il y a aussi un problème, et Mark Zuckerberg l'explique très bien dans sa lettre à Jim Jordan du 26 août 2024, ce sont les pressions. Les pressions qui sont exercées par les gouvernements sur les plateformes. Et le président de Meta explique dans cette lettre, qui est assez stupéfiante, explique qu'il a fait l'objet de pression au moment de la crise du Covid-19 en 2021, et qu'il a fait l'objet de pression également sur les affaires de la famille Biden. Bon. Du fils, notamment. Voilà. Et cette lettre est tout à fait remarquable parce que Mark Zuckerberg dit « Je regrette d'avoir cédé aux pressions. Je regrette d'avoir cédé aux pressions et je ne ferai pas de même dans l'avenir. » Et on voit donc, si vous voulez, que ce cercle de la modération a un contenu, je dirais, qui est consensuel, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions qui ne le sont pas. Et la liberté d'expression, évidemment, vous le savez, est un pilier de la démocratie. La Cour européenne des droits de l'homme le dit, c'est un pilier de la démocratie. Et alors justement, François-Henri Briard, justement, je voudrais rentrer dans des précisions, parce que ce que vous dites, effectivement, sur la modération, mais je dirais même dans la première partie où vous avez dit un peu il se conforme, etc. Est-ce que ce n'est pas à géométrie variable? Et je voudrais donner quelques exemples. On a parlé, donc on a dénoncé Telegram et Pavel Durov en disant vous laissez passer de la pédocriminalité, etc. Mais vous savez qu'il y a eu que Mark Zuckerberg, dont vous parlez, le PDG de Facebook, de Meta et d'Instagram et de WhatsApp, a été confronté par et vous les connaissez bien, les sénateurs et les représentants américains, la Chambre des représentants, en disant, mais vous avez laissé sur Instagram des incitations énormes à la pédocriminalité. Et il n'a pas parlé de ça dans sa lettre, dans sa fameuse lettre, mais justement, la question est vraiment là. C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas géométrie variable? On n'a pas censuré, on a censuré, on a fait pression sur Zuckerberg en ce qui concerne la politique, Covid-19, attention, exactement, vous ne touchez pas à ça, c'est pas bien pour notre politique.
et l'affaire Biden, mais on n'a pas touché sur Instagram et la pédocriminalité. Et deuxièmement, et la même chose sur que ce soit Pavel Durov et les autres. Est-ce que au fond, est-ce que toute l'ambiguïté de la chose n'est pas... Et je crois qu'Elon Musk a très bien dit ça. Il a dit, au fond, ils ne veulent pas, ils nous disent qu'ils veulent censurer les paroles de haine. En fait, ils veulent censurer les paroles qu'ils haïssent. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Parce que moi je veux bien, et la liberté, vous avez tout à fait raison, on va exclure les appels à la haine, on va exclure tout ce qui est en tout cas le racisme, appel au meurtre, etc. Bien sûr. Mais à côté de ça, on voit très bien l'ambiguïté d'un pouvoir, quel qu'il soit, à gauche, droite, etc., qui veut évidemment que le public soit le moins informé des choses qui le gênent. Ce qui n'est pas là la question. Alors c'est une grande question que les libertariens approchent de la façon suivante. Je parle des libertariens parce que c'est un mouvement que je connais bien, très important aux États-Unis, et d'ailleurs vous le connaissez aussi, André, puisque vous m'avez accompagné à Washington, vous les avez rencontrés. Pour un libertarien, le fondement de l'État, le fondement de la puissance publique, c'est la liberté individuelle. Ça n'est pas l'intérêt général, c'est la liberté individuelle. C'est le fondement de la puissance publique. C'est le fondement des pouvoirs régaliens. Les pouvoirs régaliens existent pour sauvegarder la liberté de chacun. Et évidemment, c'est quelque chose qui introduit une perspective totalement différente et qui explique les réactions d'Elon Musk quand M. Breton veut lui donner des leçons. Oui. Bon, voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une approche assez radicale, mais quand vous êtes libertarien et que vous considérez que la liberté individuelle est vraiment le fondement, évidemment, le curseur de la modération est beaucoup plus bas. Si l'intérêt général qui guide la modération est déterminé par, je dirais, sans aller plus loin, des élites dirigeantes qui ont une certaine idée de la culture ambiante, évidemment, le risque d'arbitraire est beaucoup plus important. En ce qui concerne Pavel Durov, vous avez parlé de géométrie variable. Alors, cette géométrie variable, elle s'explique tout simplement en raison du comportement différent des plateformes. Il est vrai. On va en parler, cher François. Justement, c'est intéressant. On va voir comment ça se passe dans les plateformes après cette petite pause. À tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la liberté d'expression, comment va-t-elle, monsieur, à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux mondiaux? Eh bien, on en parle justement avec Maître François-Henri Briard, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justement. Et on était en train de parler des différences, effectivement, de plateformes avec ce qui s'est passé avec Pavel Durov, le PDG de Telegram, qui a été arrêté puis libéré sous forte caution. Alors, quelle différence, François-Henri Briard? Alors André, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les règles sont les mêmes pour toutes. Les lois internes, la loi pénale française en particulier, la loi européenne aussi, le paquet numérique édicte un certain nombre de grands principes qui doivent faire l'objet d'une application générale. Je cite deux de ces principes qui sont importants. Le premier, c'est l'irresponsabilité des plateformes à raison de l'information diffusée et reçue. Ils ne sont pas responsables de l'information. C'est le principe, avec beaucoup d'exceptions. C'est le premier principe. Le second principe, c'est que les plateformes n'ont pas d'obligation générale de supervision de ce qui se passe sur donc leurs espaces. Néanmoins, le paquet numérique impose aussi aux plateformes un certain nombre d'obligations, et notamment celle de coopérer et de répondre quand il y a des demandes de réquisition, quand il y a des orders, des ordres qui sont émis par les autorités nationales. Et c'est là qu'évidemment les plateformes réagissent de façon différente. Ce qui explique cette géométrie variable dont vous parlez. La situation de Telegram, elle s'explique assez bien quand vous regardez les 15 chefs de l'information judiciaire ouverte contre monsieur Pavel Durov. Oui. Je rappelle qu'il a été interpellé en tant que représentant légal de Telegram. Oui. Quand vous regardez ces chefs de l'information judiciaire, il y en a, je crois, 6 ou 7 qui sont de la complicité.
Et les autres concernent la cryptologie. On reproche à Telegram de ne pas être en situation régulière au regard des règles de cryptologie, des règles françaises. Mais il y a beaucoup de complicité. Et cette notion de complicité, évidemment, elle est très discutable. Parce que si vous regardez ce communiqué du parquet de Paris, on réalise que Pavel Durov serait serait possiblement complice d'infractions extrêmement graves. Trafic d'armes, trafic de stupéfiants, crimes en bande organisée. Je rappelle que Telegram, c'est à ce jour 950 millions d'usagers. Comment voulez-vous près d'un milliard, oui. Voilà, près d'un milliard. Comment voulez-vous que le représentant légal de Telegram puisse être regardé comme complice de l'infraction qui a été commise au bout du monde, dont il n'a évidemment pas la moindre idée, avec un chiffrage de bout en bout dont il ne connaît pas le contenu. Et je rappelle que la complicité par fourniture de moyens, c'est ce qui intéresse donc la situation de M. Durov. La complicité par fourniture de moyens, elle comporte un élément moral. Elle suppose que M. Durov ait été informé de ce qu'allait faire l'auteur principal de l'infraction et qu'il ait eu la volonté de le soutenir. Donc, la complicité, si vous voulez, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, ça ne tient évidemment pas la route. Il y a d'autres chefs pour lesquels M. Durov va devoir s'expliquer. Je pense que, encore une fois, pour tout ce qui concerne je dirais, les contenus illicites, et les plateformes doivent coopérer. Pour le reste, elles doivent être très fermes, je l'ai dit, sur ce qui relève de la liberté d'expression, des opinions et des idées. Il y a aussi un point qui est tout à fait fondamental, dont je voulais vous parler, André. Vous savez que Telegram comporte donc une messagerie interpersonnelle. Les gens échangent des messages, comme sur Signal, WhatsApp ou autre. Mais il y a également possibilité d'ouvrir un canal, de créer des chaînes et donc des mini-réseaux sociaux qui peuvent aller jusqu'à 200 000 membres. Ça peut être assez considérable. C'est presque une plateforme à elle toute seule, oui. Pratiquement. Et là, il y a des informations publiques. La modération, elle concerne encore une fois cette partie émergée de l'iceberg. La messagerie interpersonnelle, attention, parce que là, on est dans le secret des correspondances. Oui. Et vous l'avez mentionné. Enfin, oui. Voilà. Vous l'avez mentionné, en effet, le grand danger, c'est l'intrusion dans les correspondances personnelles. Et vous l'avez mentionné, et la Commission a conçu un projet qui, à mon avis, est extrêmement dangereux. C'est le chat control, qui a été débattu par le Conseil européen et qui d'ailleurs n'a pas donné lieu n'a pas été voté puisque C'est quoi ce chat control? Alors le chat control a des finalités qui sont évidemment tout à fait louables, c'est de lutter contre la pédocriminalité. Mais les instruments seraient des algorithmes mis en œuvre par les plateformes pour aller rechercher dans les messages privés ce qui pourrait se rapporter à la pédocriminalité. Les termes utilisés, des photos, bon. Et là, évidemment, vous imaginez bien sûr, en soi, c'est hautement condamnable. Mais vous ouvrez la porte, c'est la boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore. Imaginez, pour être très concret, si vous voulez, pour vos auditeurs, imaginez que demain, nous ayons dans les bureaux de poste un préposé d'une agence de contrôle qui ouvre les lettres. En disant, tiens, M. Dupont a écrit à M. Durand, bon, on va quand même vérifier ce qu'il y a dedans. C'est évidemment impossible. C'est le secret de la correspondance, c'est le secret de la vie privée. Et là, il y a un véritable danger. Et alors justement, c'est très intéressant cette histoire de charte, parce que en fait l'enfer est pavé de bonnes intentions comme d'habitude. Exactement. On le sait, mais on a l'impression que justement on peut faire passer, encore une fois, quelle que soit la couleur politique du pouvoir en question, étant donné la complexité de la chose que vous connaissez bien, François-Henri, mais est-ce qu'on ne peut pas justement, et parlons-en et en général, est-ce qu'on ne peut pas, sous prétexte de dire attention, on va effectivement on va censurer telle chose, et comme vous dites, sur le plan des idées, on se dit mais bien sûr il faut faire attention. Est-ce qu'on ne va pas au fond? Est-ce que tout cela n'est pas on n'utilise pas la technique pour cacher la politique? Est-ce que tout ce dont on a parlé, que ce soit au niveau Musk, que ce soit au niveau sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, est-ce que ce n'est pas
politique d'abord, encore une fois. Nous avons une politique, nous n'avons pas envie qu'il y ait des alternatives où des gens parlent contre notre politique. On va pas le dire comme ça parce que nous sommes des démocrates et pas des censeurs, mais en fait, on va effectivement sévir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème ? Oui, alors, il y a évidemment des enjeux politiques importants. Vous avez observé que l'interdiction, la suspension d'X au Brésil, a comme toile de fond quand même la tentative de coup d'État de Bolsonaro en 2023. Et comme par hasard, évidemment, cette suspension d'X intervient sur ce fondement. La même chose, on parlait de la lettre de Thierry Breton, j'y reviens, mais c'est quand même la perspective d'un débat entre Elon Musk et Donald Trump qui a donné lieu à cette mise en garde. Pourquoi Donald Trump ? Oui. On peut évidemment se poser la question. Vous savez que Donald Trump, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, n'est pas populaire du tout dans les milieux dirigeants européens, en particulier à la Commission européenne. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, donc on peut se poser des questions qui sont très justifiées. Et la lettre de Mark Zuckerberg, évidemment, est très remarquable à cet égard parce que Zuckerberg parle bien de cette exigence de neutralité vis-à-vis de la politique. Mais alors, moi, la question que je voudrais vous poser avant qu'on prenne une petite pause, cher François-Henri, j'ai lu la lettre de Mark Zuckerberg comme vous, qui est vraiment très intéressante. Et on peut se demander, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que Mark Zuckerberg, comme par hasard, à 2 mois des élections américaines, décide de non pas de faire amende honorable. Oui, en fait, quelque part, il fait amende honorable. Ah oui, j'ai subi des pressions. Effectivement, le FBI, la CIA, il les nomme, m'ont demandé de surtout ne pas dire ce qu'il fallait dire, enfin, de dire ou les faits ou autres sur le Covid, et sur le laptop, le fameux laptop d'Hunter Biden. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'ici, à Sud Radio, en 2020, et c'est pas un scoop, hein. J'ai eu, moi, la totalité du contenu qui avait été publié du laptop. Dans un silence assourdissant des médias, on a été pratiquement les seuls en 2020. Je me rappelle, c'était en plein confinement du Covid, où on a fait 2 émissions que sur l'hallucinant contenu du il y avait Burisma, les histoires avec l'Ukraine, je ne parle pas de la pédocrimie, enfin, bon, peu importe. C'était assez glauque. Bon. Et simplement, ce qui est étonnant, c'est que on en parlait aussi aux États-Unis dans certains médias, mais le reste, évidemment, rien. Et voilà que Zuckerberg décide de sortir cette lettre tout à fait extraordinaire. Est-ce que, alors, on ne va pas interpréter les intentions. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il se dit bon, je vais montrer que je suis capable de reconnaître, serrer ma haie à ma discipline. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Est-ce qu'il n'y a pas un côté contrition là-dedans? Oui, c'est une lettre de remords et de reproches aussi. Et de reproches parce que vous parlez du laptop de Hunter Biden. Bon, le FBI avait dit à Zuckerberg à l'époque que c'était de la désinformation russe. Absolument. Bon, et Zuckerberg, on s'est rendu compte après que c'était totalement faux. Donc, effectivement, il y a des arrière-plans contre lesquels il faut lutter. Moi, je pense, si vous voulez, que pour la liberté d'expression, Internet est un enjeu formidable. C'est un vecteur extraordinaire et qui n'a jamais existé, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité. Il faut le préserver. Il faut que les consommateurs évoluent dans un environnement sécurisé, fiable, qu'il n'y ait pas de désinformation, ça, on est tous d'accord, hein, et que tout ce qui relève de la criminalité, des actions illicites, soit sévèrement poursuivi. Pour le reste, grande prudence. On va continuer à en parler avec vous, François-Henri Briard, et avec les auditeurs de Sud Radio. Et je rappelle le numéro de téléphone, André, 0826 300 300. Si vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à appeler. Le standard est ouvert. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avec François-Henri Briard, avocat à la Cour des comptes, j'allais dire. J'y vais de temps en temps. Ouais. Au Conseil d'État, à la Cour de cassation, oui. C'est les institutions. Ce sont les institutions. François-Henri Briard, justement, c'est très intéressant d'aller un peu, comme on l'a fait avec vous, au cœur de cette machine, de cette mécanique, effectivement, d'Internet, de l'information. Et c'est vrai que c'est la première fois dans le monde où on peut dire qu'il y a des milliards de personnes, je dis pas qu'ils sont toutes branchées, mais qui accèdent immédiatement à tout type d'information.
y compris d'ailleurs les plus glauques, parce qu'il y en a effectivement, de la désinformation, etc. Mais tout le problème, et je voudrais vous parler de ça, comme les rapports, on va faire un peu de philosophie, mais après tout c'est de la bonne philosophie, les rapports du droit et de la censure. C'est-à-dire qu'au nom de quoi tel ou tel pouvoir, encore une fois, quel qu'il soit, dit oui, parce qu'on censure toujours quand on est en démocratie. Les dictatures n'ont pas besoin, il n'y a pas de problème, mais ils ont cette facilité, eux. Mais les autres, et heureusement, on se pose des questions. Quel est le rapport, effectivement, entre le devoir d'interdire et la licence, au sens caprice du terme d'interdire? Alors, André, ce qu'il faut dire, c'est que la liberté d'expression est née à la fin du XVIIIe siècle pour mettre fin à la censure. Je rappelle que les Français ont inventé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été voté le 26 août 1789. Il faisait très chaud ce jour-là. Et les Français ont inventé ce principe pour mettre fin à la censure qui existait sous l'Ancien Régime. Rappelez l'article 11, je ne sais pas si vous l'article 11 de la Déclaration dit que chacun a le droit à la liberté de communiquer des idées et des opinions, hein, et que chacun peut imprimer, parler librement. Un mois plus tard, le premier amendement de la Constitution américaine est adopté. Nous avons précédé les Américains de quelques semaines, mais vous savez, les hommes qui ont rédigé ces textes sont les mêmes. Hein. Voilà, c'était Lafayette, Jefferson et d'autres. Et donc, effectivement, la censure a précédé la liberté d'expression. On la voit revenir sous certaines formes à travers la modération. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les grands dangers de la modération, c'est la censure de certaines idées qui ne correspondent pas à un certain conformisme de la pensée. Et je crois qu'il faut vraiment lutter, et c'est votre travail, et c'est le travail maintenant, je dirais, de tous les êtres humains sur Internet, de ne pas céder au conformisme des idées. Et à un conformisme de la pensée qui s'impose notamment dans nos nations occidentales. Donc la censure, évidemment, est quelque chose d'inacceptable, mais elle ne doit pas réapparaître sous une forme plus cachée, plus insidieuse. Alors justement, vous qui connaissez bien les États-Unis, vous y allez souvent, François-Henri Briard, quand vous expliquez qu'aux États-Unis, le premier amendement a une force beaucoup plus importante, apparemment, en tout cas, moi, l'impression que j'ai, que la liberté d'expression dans notre Europe. Oui, alors c'est une question culturelle. Vous voyez, c'est un peu comme le puritanisme qui se retrouve encore dans la vie américaine malgré tout. Évidemment, la liberté d'expression pour eux fait partie des... Nous disons en Europe que c'est un fondement de la démocratie. Pour eux, c'est presque un fondement de l'indépendance américaine. C'est un texte sacré presque, c'est ça. Absolument. Et c'est le premier amendement. Je rappelle que en 1989, dans une affaire Texas contre Johnson, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la liberté d'expression permettait même, ce qui aux États-Unis est tout à fait considérable, permettait même de brûler un drapeau américain. Ah oui, ils ont considéré que ça fait partie de la liberté d'expression. Alors que le civisme et le patriotisme sont des éléments fondamentaux de la vie américaine. Donc, effectivement, peut-être, je crois que nos cousins atlantiques ont une idée, en tout cas une formulation un peu plus élevée, différente de celle que nous avons pour la liberté d'expression. C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit à quel point, d'ailleurs, ils ne parlent que du First Amendment, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est un texte sacré, assurément. Mais encore une fois, nous avons précédé les Américains dans cette formulation, et la formulation de l'article 11 est magnifique. J'y reviens un instant. L'article 11 dit que la liberté d'expression est l'un des biens les plus précieux de l'homme. C'est dire. Faudrait le rappeler, hein. Voilà. Faudrait le rappeler, le claironner, oui, parce l'un des biens les plus précieux. Effectivement, on devrait le rappeler de temps en temps. Est-ce qu'il y a aux États-Unis, là je reviens juste,
Est-ce qu'il y a, par exemple, une autorité, comme la haute autorité chez nous, l'ARCOM, est-ce qu'il y a une autorité, par exemple, de contrôle des médias, qu'elles soient télévision, radio, Internet? Absolument, il y a des autorités de régulation, il y en a une ancienne pour les radios et télécommunications, mais il y a une autorité de régulation d'Internet aussi. Et bon, c'est quelque chose qui, comme chez nous, fait débat, assurément, notamment la question des limites de la modération, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, c'est le mot modération qui pose problème. Oui, effectivement, à quelle échelle, au-delà de quelles limites, etc. Avec un candidat à l'élection présidentielle qui aime bien les excès. Bon, enfin. Oui, en plus. Des deux côtés, là, aujourd'hui, en tout cas. Kamala Harris, d'ailleurs, nous attendons le débat Trump-Harris qui va être très intéressant. Absolument. Et dites-moi, François-Henri Bruyère, vous avez, dans votre carrière d'avocat, et Dieu sait si vous avez abordé des domaines et des sujets, est-ce que vous avez eu à traiter, vous, d'affaires concernant la liberté d'expression? Alors, nous avons eu à traiter de dossiers de cette nature, dont l'un est actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, puisque l'ARCOM avait pris une décision qui, à l'égard de cette célèbre radio qui ne nous satisfait pas, et voilà, et en effet, et nous défendons ça devant la Cour des droits de l'homme et européenne des droits de l'homme, effectivement. C'est toujours intéressant. De toute façon, il y a alors, on va sortir un peu de cela, enfin d'Internet pour le moment. Pour parler un peu, je voudrais avoir aussi votre avis sur cette notion de... Alors, on s'éloigne évidemment, mais ça m'intéresse parce qu'on parle beaucoup de la justice en ce moment. Et on parle de la justice, je voudrais quand même avoir votre avis, à la fois d'ailleurs d'avocats et de citoyens, sur ce qui se passe, vous savez, par rapport à un certain nombre de faits assez tragiques, même plus tragiques, sordides et autres, d'attentats, de meurtres, etc., qui concernent des gens qui sont soit multirécidivistes, soit sous QTF, soit qu'il n'aurait pas dû être sur le territoire français, soit qu'il aurait dû être en prison ou ailleurs. Et on a vu récemment 2 ou 3 affaires extrêmement terribles, pour dire terribles, et qui fait qu'à chaque fois on se retourne, on dit alors le parquet quelquefois fait appel et on dit le juge de la liberté et des détention a laissé sortir telle ou telle personne, et à chaque fois on le voit bien en France en ce moment, c'est devenu extrêmement fort. À chaque fois on dit mais on comprend pas qu'est-ce que c'est que cette justice, qu'est-ce qu'ils font. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, alors ces questions se rapportent à la politique pénale. C'est ça. À la politique pénale et qui est mise en œuvre actuellement. Mon appréciation de citoyen et de professionnel du droit sur la justice, c'est que globalement, qu'il s'agisse de la justice administrative ou de la justice civile et pénale, nous avons un système qui fonctionne plutôt bien. Je crois que nous avons besoin de moyens beaucoup plus importants, ça certainement. J'évoquais récemment la situation du tribunal de Nanterre qui est catastrophique. Bon, nous avons besoin de juges. Quand vous dites catastrophique, qu'est-ce qui manque? En termes d'effectifs, les délais de jugement sont de l'ordre de 4 à 5 ans à Nanterre, ce qui est invraisemblable, si vous voulez. On a besoin de moyens beaucoup plus importants. Il y a eu des efforts budgétaires, mais il faut faire davantage. Je crois aussi qu'il faut réconcilier les Français avec leur justice. Et il faut que... il y a du travail, là. Pardon. Il y a du travail. Il y a du travail, mais c'est l'autorité des décisions de justice qui doit s'imposer. Ouais. Et je pense qu'également la question de la formation est très importante, et notamment de l'instruction civique qui est donnée dès le plus jeune âge sur le système judiciaire français. Il y a enfin, c'est peut-être une ultime observation, je crois que nous avons des efforts également à réaliser pour avoir une justice plus indépendante. Je pense en particulier au statut du parquet qui devra évoluer. Il y a eu un projet de constitutionnalisation du statut du parquet, mais qui a échoué. Mais je pense que nous allons y venir. Et il faudrait enfin que nous ayons... Il devrait, pardon, juste pour bien comprendre, vous souhaitez que le parquet soit indépendant, soit tout à fait indépendant, ministère de la Justice, voilà, et notamment qu'il n'y ait plus de remontée d'informations, qui sont tout à fait discutables à mon avis. Et enfin, je crois ça nécessiterait évidemment une révision constitutionnelle, mais il faudrait que nous soyons dotés d'un pouvoir judiciaire,
que la justice soit un pouvoir. Actuellement, elle n'est qu'une autorité. La Constitution dit que nous avons une autorité judiciaire. Je pensais que c'était le troisième pouvoir. Mais non, ça n'est pas le troisième pouvoir, parce que nous avons beaucoup souffert, André, sous l'Ancien Régime, des parlements qui faisaient la guerre au roi. Et donc, les révolutionnaires se sont beaucoup méfiés de la justice. On dit c'est une autorité, c'est la loi des 16 et 24 août 1790. Voilà, et donc ça serait une très bonne chose d'avoir en France un véritable pouvoir affirmé et qui est respecté par nos compatriotes. D'accord. Et une dernière question là-dessus. Que pensez-vous du syndicalisme dans la justice, enfin de la syndicalisation? Ça pose aussi, c'est un problème qui est posé. Oui, alors... Est-ce qu'un juge devrait être syndiqué? Alors, personnellement, je respecte tout à fait les syndicats de magistrats qui peuvent exister à ce jour. Personnellement, à titre personnel, et j'ai beaucoup d'amis magistrats qui pensent la même chose, je pense qu'un juge ne doit pas être syndiqué. Pourquoi pour vous c'est l'indépendance, il doit être indépendant. Son indépendance de jugement. Vous savez, on parlait des États-Unis, vous avez rencontré avec moi ces juges de la Cour suprême. De la Cour suprême. Imaginez un membre de la Cour suprême syndiqué. Bon, ce sont des hommes et des femmes qui ont leur propre philosophie juridique, leur propre équipe, leur pensée, leur autonomie, qui est incompatible avec une organisation comme un syndicat. Bon, c'est évidemment le sommet de la Cour suprême, mais je pense que oui, l'indépendance d'esprit, de jugement... Il y a des questions statutaires qui intéressent les magistrats et qui sont tout à fait respectables et qui peuvent justifier de se rassembler, mais je trouve que ça n'est pas une bonne chose. Il faut juger en son âme et conscience, on le rappelle. Voilà, et puis nous avons connu, je le dis quand même, en France, des dérives considérables de certains syndicats et de leur influence sur des décisions de justice. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. André Berkoff reçoit aujourd'hui dans le face-à-face Maître François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Liberté d'expression sur les réseaux sociaux, décision de justice incomprise, indépendance de la justice. Si vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à appeler sur notre standard au 0826 300 300. Le standard est ouvert, on attend vos appels. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Nous sommes avec Maître François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Et nous avons Michel en ligne, Michel de Moselle. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour André Berkoff et Maître. Voilà, ma question est simple. Vous avez parlé de l'autorité judiciaire et d'un pouvoir. Effectivement, moi j'ai dénoncé un complot contre l'État de droit depuis quelque temps qui concerne l'Association internationale des procureurs poursuivants francophones, qui empêche les procureurs de poursuivre. C'est-à-dire que vous avez des adhérents de cette association qui a son siège au ministère de la Justice. Et les procureurs qui ne poursuivent pas, finalement, sont membres et le dossier, c'est facile. Ça permet, en échange de services, de ne pas poursuivre les dossiers. J'ai mis à disposition de cette association, puisque le président, c'est M. Frédéric Febvre, qui était à la cour de... Attendez, expliquez-moi Michel, parce que vous voulez dire que le procureur ne poursuit pas, c'est-à-dire, et soyez plus précis, pardon. Voilà, donc il y a une association des procureurs poursuivants qui est son siège au ministère de la Justice à Paris. Oui. C'est présidé par Frédéric Febvre, qui était avocat général à la cour, la cour d'appel de Nancy. Et quand je l'ai interpellé parce que j'avais les statuts, il était trésorier. Je disais, monsieur, vous pouvez pas, avec une association de 350 000 membres, avoir un budget supérieur à la cour d'appel que vous présidez. Il a dit non. Je dis, mais je peux le prouver. Et il a reconnu. Et après, maintenant, il est président. Et donc, en échange d'abandon des poursuites, il fédère 350 000 membres, donc des policiers et des avocats, à condition que ces gens interviennent dans les procédures. Et je peux le prouver. Et il y a une deuxième association qui gère tous les accueils justiciables en France, qui permettent d'étouffer, d'empêcher les dossiers d'être référencés. Alors écoutez, Michel, ce que je vous propose, parce que là, moi je veux bien, mais on va enquêter là-dessus, on va regarder, est-ce que vous pouvez nous envoyer à Sud Radio ce que vous avez, parce que j'imagine que vous avez les textes là-dessus, etc., et qu'on regarde ça. Bien sûr, pas de problème. Voilà, écoutez, vous l'envoyez à Sud Radio à l'adresse, vous avez l'adresse, vous nous envoyez le courrier et je vous dis, on va suivre ça, on va regarder ça pour voir comment on peut aller plus avant. Parce que c'est qu'on découvre. Voilà, merci.
Voilà, merci Michel. Au revoir. Merci. François Briard, oui, on va regarder, il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur la justice et sur ce qui se passe d'ailleurs un peu partout, mais quand vous parlez des moyens, effectivement, je crois que c'est un problème qui est très 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 général. Mais pour revenir à ce qu'on disait par rapport au pouvoir, moi je voudrais revenir là-dessus parce qu'on en a parlé un peu rapidement. Mais je voudrais que vous fassiez la distinction entre pouvoir et autorité. Vous dites la justice a de l'autorité, mais la justice n'est pas un pouvoir. Et pourtant, Dieu sait, alors je dis comme ça, Dieu sait si pour les gens qui nous écoutent, le juge c'est celui qui décide détention, liberté, amende, destruction de vie, etc. Donc ils se disent mais attendez, le pouvoir il est là. Alors et peut-être précisons un peu là-dessus. Oui, alors vous avez tout à fait raison, bien sûr. La justice est un pouvoir en France en soi, mais j'évoquais la question de la terminologie qui n'est pas neutre, si vous voulez. En 1787, les Américains qui ont rédigé leur constitution à Philadelphie ont très clairement mis en œuvre les idées de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, qui en fait est l'équilibre des pouvoirs. Hein. Absolument. La séparation, c'est l'équilibre. Et ils ont parlé dans la Constitution américaine du pouvoir judiciaire. En 1958, nos pères fondateurs ont choisi le terme d'autorité précisément. Pour la Constitution gaulliste de 58. Dans la Constitution gaulliste, pour ne pas parler de pouvoir. D'accord. C'est une anomalie. Il y a une autre anomalie, puisque vous parlez de la justice, qui me paraît vraiment très importante et sur laquelle... étrangement, tout le monde est d'accord. Il est dit dans la Constitution que le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Mais ça n'est pas à l'exécutif, est un pouvoir d'être garant de l'indépendance d'un autre pouvoir. C'est juste. C'est vrai quand que je montre ça à des amis constitutionnalistes américains, ils ne comprennent pas. La justice est indépendante, doit être indépendante et impartiale par nature. De tous les pouvoirs, y compris de l'exécutif. Son indépendance n'a pas à être garantie par un autre pouvoir. Bien sûr. Puisqu'elle est supposée assurer l'équilibre. Voilà. C'est vrai, c'est intéressant. Comment ça se fait que M. Debré n'ait pas vu ça? Alors, il faudrait se pencher sur cette question d'archéologie constitutionnelle. Oui. François Berillard, merci. C'est en tout cas, c'est très intéressant de se plonger là-dedans et nous allons revenir sur tout ça parce que tous les problèmes qui se passent avec Instagram, avec Telegram, avec tout cela ne sont pas finis et je rappelle effectivement que quelque chose de terrifiant qui est la pédocriminalité, on va en reparler dans Berkov et dans tous ses états bientôt. Il y a effectivement des sites et des plateformes qui continuent à laisser passer du matériel pédophile et pédocriminel et qui ne sont toujours pas condamnés. Et là, voyez-moi qui suis pour une liberté vraiment immense. Là, c'est pas possible. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Merci François-Henri Briard. Merci André. Merci Sud Radio.